Dans l'État du Midwest de l'Ohio se trouve Columbus, une ville abritant plus de 905 000 résidents, et certains des mystères les plus notoires du vrai crime. Le plus notable d'entre eux est la disparition bizarre de l'étudiant en médecine Brian Shaffer. Mais ce n'est pas l'un de ces cas plus largement connus que nous examinerons aujourd'hui. Au lieu de cela, nous examinerons l'un des cas non résolus les plus hantants de la ville, impliquant le meurtre insensible d'une nouvelle mère. Ce cas a été porté à notre attention par notre mécène Top 5, Jesse, qui a effectué des recherches inestimables sur le cas non résolu vieux de plusieurs décennies de Ruth Alter. En 1950, Ruth King a rencontré et est tombée amoureuse de Russell Alter, un pompier de chemin de fer 2 fois divorcé avec une solide réputation. Le shérif adjoint Clyde Murray l'a plus tard décrit comme ayant un dossier numéro 1 avec moi et l'a appelé l'un des meilleurs hommes de la ville. La veille de Noël cette année-là, le couple s'est marié et en février 1951, ils ont déménagé de la propriété des parents de Russell à leur maison nouvellement achetée au 350 avenue North Sylvan dans le quartier de Hilltop. 2 mois plus tard, le 8 avril, Ruth, maintenant âgée de 32 ans, a donné naissance au premier enfant du couple, un fils qu'ils ont nommé Clarence Frederick. Pendant un peu plus de 2 semaines, le couple a profité du temps en famille. Ils étaient, selon tous les contes, épris de leur nouveau-né, mais leur bonheur a été brisé le 25 avril lorsque Russell est rentré à la maison un soir pour trouver Ruth morte. Le matin du 25 avril, vers 5h30, Russell a embrassé sa nouvelle épouse au revoir et a quitté la maison pour une journée de travail. À l'époque, le trentenaire avait 2 emplois. Son emploi à temps plein était avec le chemin de fer de Pennsylvanie, mais il avait aussi un petit boulot avec les adjoints spéciaux en tant qu'escorte à moto pour les funérailles. On savait que Ruth était encore en vie à 8h35 du matin, lorsque Clyde Murray, rapporté dans les journaux comme étant en charge des adjoints spéciaux, a appelé la maison du couple, a demandé à parler à Russell. Ruth a expliqué qu'à 5h ce matin-là, son mari avait été appelé pour un quart de travail avec le Pennsylvania Railroad et ne rentrerait pas à la maison avant 3h ou 3h30 cet après-midi. Clyde avait appelé concernant des funérailles qui auraient lieu plus tard dans la journée, mais lui et Ruth ont dit leurs adieux quand il a réalisé que Russell n'était pas disponible. Les mouvements de Ruth après ce moment sont inconnus. Russell, quant à lui, a terminé le travail vers 3h de l'après-midi et est allé voir sa mère, Stella Drugan, et son beau-père, Ash. Le trio s'est retrouvé et a partagé un repas avant que le trentenaire n'invite ses parents chez lui dans sa nouvelle maison. Pendant un certain temps, Ash Drugan, malade, n'avait pas encore vu la nouvelle maison du couple ni rencontré leur bébé. Russell a ajouté qu'il prévoyait d'aller au magasin, mais a dit qu'il devait d'abord parler à sa femme pour voir ce dont elle avait besoin, alors les 3 se sont dirigés vers l'avenue North Sylvan. De retour à la propriété du couple vers 6h du soir, Russell a remarqué que la porte était déverrouillée. C'était étrange, il avait bien fermé en partant ce matin-là, mais cela ne l'avait pas tout de suite inquiété. Il a guidé ses parents à l'intérieur, les suivant. C'est Stella, sa mère, qui a trouvé le corps à la porte entre la cuisine et le salon. La scène était, selon tous les contes, un bain de sang. Du sang était éclaboussé sur la cuisinière, le frigo, les poubelles, la porte arrière, la table de cuisine, les murs et le plafond. La fin de Ruth avait été horriblement violente. Elle portait encore sa robe de chambre et son peignoir. Les officiers qui sont intervenus sur les lieux se souviennent plus tard que Stella a dit « Oh mon Dieu, elle a eu une hémorragie ». Ruth avait été brutalement battue jusqu'à être presque méconnaissable. Probablement, soupçonnèrent les enquêteurs, avec une chaussure de style mocassin qui appartenait à son mari. Il avait laissé la paire juste à l'entrée du salon. Les officiers ont localisé la chaussure, remarqué une tentative de nettoyage et constaté que le talon manquait et n'a jamais été retrouvé. Les blessures par perforation trouvées sur le corps de Ruth auraient pu être causées par les clous saillants de la semelle de la chaussure, là où le talon s'était détaché, et la trentenaire avait également subi un coup à travers sa poitrine, d'épaule à épaule, d'environ 10 cm de large.
De plus, il y avait des marques d'ongles sur son cou, suggérant qu'elle avait été étranglée, bien que sa cause de décès ait été répertoriée comme une fracture du cou. On pensait qu'un bout de tissu ensanglanté trouvé sur les lieux avait été utilisé pour essayer de nettoyer la chaussure. Parmi les autres preuves récupérées dans la maison, on compte un chiffon ensanglanté sous le corps de Ruth et de nombreux essuie-tout ensanglantés près du corps et à l'intérieur de la salle de bain. Les enquêteurs ont émis l'hypothèse que la lutte qui avait eu lieu avait commencé dans la chambre, notant qu'il y avait du sang entre les oreillers et sur le côté du lit. Une lampe brisée a été notée dans la pièce. Des empreintes digitales ont été recueillies dans la maison, bien qu'il ne semble pas que ces empreintes aient été utiles, car elles n'ont mené nulle part dans l'enquête. Plusieurs objets ont été signalés comme manquants dans la maison, y compris un dollar qui était posé sur une commode, un briquet ronçon et une montre d'une valeur de 185 dollars. Heureusement, le bébé du couple, Clarence, a été retrouvé sain et sauf dans son berceau, dans une chambre, bien qu'il ait sans doute été laissé seul pendant une bonne partie de la journée. Russell a estimé que lui et ses parents étaient trop sous le choc pour s'occuper de l'enfant, alors il a demandé à sa deuxième ex-femme, Betty Lehman, de s'occuper temporairement de Clarence. Elle et son nouveau mari étaient de bons amis avec Ruth et Russell, et elle était plus qu'heureuse de prendre le bébé en charge en cette période de tragédie. Très tôt dans l'enquête, les officiers du bureau du shérif du comté de Franklin ont commencé à théoriser. Au début, ils soupçonnaient que le meurtre de Ruth était une sorte de meurtre par vengeance. Cependant, Russell était considéré comme un homme de premier plan qui n'avait pas d'ennemis. Ruth, quant à elle, était originaire de la ville de Zanesville et son père était décédé. Elle a passé 5 ans avant de rencontrer son mari, travaillant au restaurant Broad Hague en tant que serveuse, où les couples la connaissaient comme étant calme et agréable, notant qu'elle ne parlait jamais de sa vie personnelle. À un moment donné, les enquêteurs ont noté qu'un ancien collègue de Russell avait été interrogé en relation avec l'affaire, mais il a été libéré sans accusation. Il y avait des spéculations de la part des forces de l'ordre que le tueur avait utilisé les voies ferrées à proximité pour aller et venir sur les lieux, mais cette idée a finalement été rejetée. Les autorités ont alors commencé à rechercher tout étranger vu traînant dans le quartier au moment du meurtre, bien qu'elles ne puissent pas être sûres de quand cela s'est produit. Le médecin légiste pensait à l'origine que le meurtre avait eu lieu entre 12 et 15 heures, avant qu'elle ne soit trouvée. Mais cela changerait lorsqu'il a été découvert qu'elle avait été vue vivante pour la dernière fois à 5h30 du matin, et qu'elle avait été entendue pour la dernière fois au téléphone entre 8h35 et 8h45. Les enquêteurs soupçonnaient qu'elle avait peut-être été tuée vers midi. Peu de temps après le meurtre, un adjoint du shérif a révélé « Nous avons une théorie sur l'étranger mystérieux, mais nous ne la divulguons pas. » En parlant avec les voisins, les enquêteurs ont découvert que 2 témoins avaient vu un homme inconnu frapper à leur porte et partir avant qu'ils aient pu répondre. La première apparition était vers 7h45 du matin, tandis que l'autre était environ 1 heure plus tard, juste avant 9h. L'un des témoins a déclaré que l'individu s'est ensuite approché de la maison des Alters et a décrit l'homme comme mesurant entre 5 pieds, 10 et 6 pieds, avec une mallette en cuir marron et un costume bleu-gris. Cependant, un voisin, un homme qui travaillait dans son jardin entre 8 et 12 heures, a noté qu'il n'avait vu personne d'étrange et de méconnaissable dans la région pendant cette période. Bien sûr, Russell a été interrogé peu de temps après que le corps de Rook a été trouvé. Il a été interrogé par les autorités pendant 9 heures, pause exclue, et a réussi un test de polygraphe. Le trentenaire est arrivé au travail à 6h40 du matin, aux côtés d'un autre collègue, un ingénieur. Les deux ont travaillé ensemble de 7h du matin à 3h de l'après-midi. Russell a été décrit comme ayant un excellent dossier de travail et entre son alibi et sa réponse au test du polygraphe, il a été écarté en tant que suspect. Il est à noter qu'en 1951, on accordait beaucoup plus d'importance aux tests de polygraphie qu'aujourd'hui, où le plus souvent, les résultats de ces soi-disant détecteurs de mensonges ne sont pas admissibles en cours. Au total, 6 personnes ont été interrogées et relâchées le jour du meurtre de Ruth, y compris Betty Lehman, l'ex-femme de Russell. Dans les jours suivants, ils ont annoncé que l'étranger qu'ils recherchaient, qui avait été vu par plusieurs témoins oculaires le matin du 25 avril, était probablement un vendeur. Ils ont également noté qu'ils recherchaient une Chevrolet de couleur bleue de modèle récent, qui avait été garée de l'autre côté de la route de la résidence de l'hôtel ce jour-là.
Plusieurs indices, jusqu'alors inconnus, ont également été discutés par les autorités pendant cette période. Tout d'abord, il est apparu que des mèches de cheveux bruns et gris qui avaient été serrées dans la main de Ruth au moment de sa mort avaient été perdues lorsque le médecin légiste n'a pas jugé qu'elles étaient importantes et qu'un assistant aidant à l'autopsie les a lavées. Deuxièmement, c'est que 2 boutons décrits comme étant recouverts de perles ont été trouvés à côté du corps de Ruth sur les lieux. Ils sont susceptibles de provenir d'un manteau de femme ou d'une veste de sport pour homme, le médecin légiste déclarant qu'ils provenaient apparemment d'un vêtement de femme. Il est à noter qu'il n'y avait aucun bouton sur les vêtements que Ruth portait lorsqu'elle a été tuée. La révélation des boutons trouvés sur les lieux a conduit à des spéculations selon lesquelles une femme était responsable de la mort, ou du moins impliquée d'une manière ou d'une autre. Au cours des semaines suivantes, les enquêteurs ont suivi plusieurs pistes. Ils ont enquêté sur les antécédents de 2 frères qui avaient laissé des vêtements ensanglantés chez leur sœur. Les frères ont nié toute connaissance de l'affaire et des vêtements ensanglantés, qui n'ont jamais été retrouvés. Ils ont aussi inspecté une robe avec des boutons absents, donnée à un nettoyeur à sec. À cette époque, il y avait des rumeurs selon lesquelles Ruth avait précédemment témoigné contre un réseau de stupéfiants basé à Columbus, et sa belle-mère, Stella, a été l'objet d'un appel téléphonique inquiétant et menaçant où une femme a dit, je cite, « Madame Alter, n'êtes-vous pas encore morte? Vous serez également assassinée bientôt. » Bien que Stella ait raccroché immédiatement, la personne a rappelé. Ils n'ont jamais été identifiés. Stella a déclaré « Elle semblait soit ivre, soit essayer de déguiser sa voix. » Une ancienne petite amie de Russell, qui aurait pris un fort déplaisir envers Ruth et l'aurait menacée, a été séparément enquêtée, suivie d'un jeune roux qui avait agressé un local de 57 ans. Mais malgré toutes les pistes possibles et les informations, la police n'a pas pu trouver de preuves solides. Au début de mai, les proches de Ruth et Russell ont été réinterrogés, ainsi que d'autres personnes potentiellement intéressantes, y compris une serveuse de 40 ans qui était une ex-petite amie de Russell. Elle sera plus tard disculpée après avoir réussi un test de polygraphe. Pourtant, aucun mobile pour le meurtre de Ruth n'a émergé. Les autorités ont alors décidé d'offrir une récompense de 500 $ à quiconque fournirait des informations menant à l'arrestation et à la condamnation du meurtrier de Ruth. Mais la grosse somme d'argent n'a pas été réclamée. Plusieurs semaines plus tard, un vendeur de 23 ans a été interrogé en lien avec l'affaire, des témoins ayant identifié sa voiture comme celle vue garée à l'extérieur de la maison de l'hôtel le matin du meurtre. Avec l'identification de la voiture, les enquêteurs ont dit aux reporters « Nous sommes optimistes qu'il y aura des preuves tangibles contre cet homme au fur et à mesure que l'enquête se développe pendant la journée. » Ils ont ajouté que le jeune homme était un ancien ami de Ruth et qu'il avait été interrogé 2 fois auparavant. Il a attiré à nouveau l'attention des forces de l'ordre lorsqu'ils ont réexaminé ses déclarations et ont remarqué quelques incohérences. Ils ont affirmé qu'il changeait encore son récit pendant les entretiens. La police a également noté qu'il pensait que le tueur était une personne connue de Ruth, car elle semblait avoir laissé cette personne entrer chez elle. Les autorités ont révélé qu'il y avait des preuves circonstancielles contre le jeune homme de 23 ans, qui n'a pas été immédiatement identifié. Les preuves comprenaient un manque d'alibi, des taches de sang découvertes à la fois sur sa pédale de frein et sur les manchettes du pantalon d'un costume bleu-gris qu'il possédait, les 2 taches étant confirmées comme étant du sang humain et une carte de visite à son nom qui a été découverte à l'intérieur de la maison de l'hôtel. Le vendeur a affirmé que le sang provenait d'un abattoir qu'il avait visité dans le cadre de son travail et a nié être impliqué dans le meurtre. Il a raté un test de polygraphe peu après. Puis, le 19 mai, l'identité du vendeur a été révélée. George Phillips, âgé de 23 ans, était le fils du propriétaire du restaurant Broadhague, où Ruth avait passé 5 ans à travailler avant son mariage avec Russell. Les autorités ont annoncé, je cite, que les résultats du test du détecteur de mensonges, plus les preuves, justifient le dépôt d'un affidavit. George a par la suite été accusé de meurtre au 1er degré. George Phillips a en partie été élevé par sa grand-mère, qui avait émigré en Amérique depuis la Grèce lorsque ses enfants, dont la mère de George, étaient jeunes. Un accident terrifiant alors qu'il n'avait que 2 ans, qu'il a vu courir sur la route après son ballon et être percuté par une voiture, a entraîné l'amputation d'une partie de son bras droit. Bien que cela ait rendu les choses difficiles pour lui en grandissant, George profitait souvent de la façon dont ses pères le sous-estimaient.
Notre marraine, Jenny, a contacté l'un de ses amis d'enfance qui lui a dit qu'il mettait souvent en avant son handicap auprès des enfants plus âgés au parc et les défiait à des parties de tennis où, s'il gagnait, il lui donnait leur argent. Les enfants plus âgés, surpris par son audace, acceptaient le pari et étaient facilement battus par George, qui repartait avec leur argent dans sa poche. George était décrit par ceux qui le connaissaient comme étant aimable et agréable. Après son diplôme d'école, il a commencé à l'université, mais a finalement abandonné pour devenir vendeur. Un propriétaire d'épicerie locale se souvient comment la dernière fois qu'il a vu le jeune homme de 23 ans, peu de temps avant son arrestation, il discutait de ses recettes de soupe préférées. Selon les journaux de l'époque, George connaissait Ruth par son travail au restaurant de son père depuis 4 ans, et les deux auraient eu une altercation à un moment donné pendant cette période, les enquêteurs déclarant qu'à l'époque, Ruth avait giflé le jeune homme pour une remarque inappropriée qu'il lui avait faite. George a alors frappé Ruth en retour, la police le citant en disant « Je l'ai frappé plus fort que je ne le voulais ». Les autorités ont suggéré qu'un ensemble d'événements similaires avait conduit à la mort de la mère d'un enfant le 25 avril. Ils ont théorisé que George était venu à la maison pour voir le nouveau-né et fixé un moment pour discuter de la souscription d'une assurance pour lui. Puis, à un moment donné, pendant la visite, le jeune homme de 23 ans a frappé Ruth, peut-être plus fort qu'il ne le voulait, et elle a heurté sa tête sur le lit et a perdu connaissance. Quand elle a repris connaissance, elle a ordonné à George de sortir et l'a suivi dans le salon, où elle a ramassé une des chaussures de son mari et a frappé le jeune homme avec. George a alors perdu son sang-froid et a répliqué en saisissant la chaussure et en frappant Ruth avec jusqu'à ce qu'elle tombe au sol. Le lieutenant-détective Lester Bowman a décrit George comme un jeune homme malheureux avec un tempérament violent. En fouillant à nouveau la maison de George, qu'il partageait avec sa grand-mère, les enquêteurs ont découvert une paire de chaussures qu'ils n'avaient pas pu localiser auparavant. Les chaussures avaient du sang sur les semelles, mais il était évident qu'une tentative avait été faite pour les nettoyer. De même, une mallette a été trouvée qui avait également des traces de sang dessus. Les autorités ont observé que le jeune homme de 23 ans conduisait une Pontiac bleue de 1937. Lors de l'audience initiale au tribunal, 3 collègues ont témoigné que George était en réunion de travail et était ensuite dans un restaurant le matin du meurtre. Sa défense a également produit un témoin qui a contredit ce que disaient 2 des témoins de l'accusation, qu'un homme non identifié correspondant à la description de George était venu à leur porte plus tôt ce jour-là. Le témoin de la défense était ce même homme dont nous avons parlé plus tôt, qui travaillait dans son jardin toute la matinée et n'a vu personne d'étrange ou d'inconnu venir ou partir. L'avocat de la défense de George, Paul Herbert, a également interrogé Russell Alter pendant cette période, s'assurant de l'interroger sur l'état de son mariage et sa vie personnelle, allant même jusqu'à questionner la paternité du fils du couple, Clarence. George Phillips a finalement été libéré sous caution de 50 000 $ en raison d'une loi obscure de l'Ohio. 20 et un de ses amis et parents ont promis les 50 000 $ en espèces ou en biens, lui permettant de quitter la prison jusqu'à ce que son procès formel commence. À sa libération, George a déclaré « C'est avec la plus sincère appréciation et la plus profonde humilité que je saisis cette occasion pour exprimer mes remerciements à mes nombreux amis pour leur confiance en moi. » En août, le grand jury du comté de Franklin a inculpé George pour meurtre au 2e degré après avoir entendu le témoignage de 33 témoins. S'il est déclaré coupable, il risque la perpétuité, mais pourrait prétendre à une libération conditionnelle après 10 ans. Le mois d'après, le corps de Ruth fut exhumé. Elle avait été mise en terre au cimetière de Rose Hill, au sud de Zanesville, dans une parcelle près de celle de son père. Le procureur du comté de Franklin, Ralph Barlett, a refusé de commenter lorsque l'information sur ce développement a été révélée. Des comptes rendus de journaux ont noté que le visage et le cou de Ruth avaient été examinés et des photographies de son cercueil fermé ont été prises. Enfin, le procès de George a commencé le 23e octobre. Paul Herbert, son avocat, a déposé un avis d'alibi quelques jours plus tôt, malgré le fait que l'accusation n'avait toujours pas précisé l'heure du décès de Ruth, déclarant qu'elle était inconnue de l'État de l'Ohio lorsque Herbert a insisté pour une réponse détaillée pour l'aider avec l'alibi de son client. Au cours du procès, d'autres preuves circonstancielles ont été révélées, y compris le témoignage d'un témoin selon lequel une chemise ensanglantée avait été trouvée parmi le linge de George. La défense, quant à elle,
a noté que des marques d'ongles avaient été trouvées des deux côtés du cou de Ruth et a souligné que George n'avait que sa main gauche. C'est également à cette époque que plusieurs témoins à charge ont commencé à recevoir des menaces par téléphone. Une femme a été avertie, je cite, « Tu ferais mieux de prendre garde ». Une autre a pris le téléphone et a entendu, je cite, « Toi et ton mari êtes visés. Il ferait mieux de la boucler ». Le témoin a dit que la voix était en anglais cassé. Deux autres témoins ont reçu des menaces, mais la source du harcèlement n'a jamais été trouvée. Paul Herbert est connu pour avoir écarté les préoccupations de l'accusation dans cette affaire, affirmant sa conviction que les témoins avides de publicité avaient inventé les histoires. Le cas de Ruth et le procès ont été très médiatisés et ont finalement donné lieu à un cirque médiatique. L'avocat de la défense de George et le procureur du comté de Franklin étaient des ennemis connus avec une longue histoire. Et finalement, le procès est devenu plus une bataille de boue impliquant les égos de deux hommes en conflit, plutôt qu'une véritable tentative de trouver justice pour une tragédie horrifique. Après des semaines de témoignages, le jury n'était pas convaincu. Le 9 novembre, George Phillips a été acquitté de toutes les accusations. Selon notre mécène Jenny, après cela, George est devenu quelque chose comme un paria social. Il a perdu son emploi et sa réputation est restée en lambeaux. Il n'a jamais pu retourner à la vie qu'il menait autrefois et a fini par déménager à Los Angeles, en Californie, pour recommencer là où personne ne connaissait son nom. Russell Alter, le mari abandonné par Ruth, n'a pas beaucoup mieux réussi. Il a perdu ses deux emplois, en grande partie grâce aux autorités qui le considéraient comme un suspect dès le début et qui l'ont arrêté et interrogé à plusieurs reprises tout au long de l'enquête. Un article de 1953 du Columbus Evening Dispatch observe que Russell a déposé une plainte civile contre George Phillips, accusant le jeune homme de 25 ans d'avoir tué sa femme de manière injustifiée, illégale, malveillante et intentionnelle, et réclamant 75 000 $, 900 000 $ aujourd'hui, en dommages et intérêts pour lui-même et son fils. Russell a également poursuivi le shérif du comté de Franklin, Ralph Paul, pour 25 000 $, affirmant qu'il avait été faussement arrêté et notant qu'il avait passé 4 jours en prison en avril 1951, quelques jours seulement après avoir découvert que sa femme avait été assassinée. Il a ajouté que l'arrestation avait été effectuée sans mandat et sans motif, ou cause probable, notant que c'était une expérience humiliante et que sa réputation ne s'est jamais rétablie. Le shérif Paul a refusé de commenter pour l'article. 5 mois après que les rapports sur les poursuites de Russell ont émergé, le Columbus Evening Dispatch a annoncé que le quadragénaire allait se remarier. Sa 4e épouse, Alice Adkins, était une mère divorcée de 4 enfants et connaissait le couple avant le meurtre de Ruth. Elle était parmi les interrogés par la police après la découverte du corps. Alice est restée mariée à Russell jusqu'à sa mort en 1964. Il avait 53 ans. Le fils de Russell et Ruth, Clarence Frederick, ou Fred comme il préfère être appelé, se souvient d'Alice comme d'une femme gentille qu'il a élevée comme son propre fils et lui a donné une enfance heureuse, toutes choses considérées. Pendant ce temps, son père s'assurait de rester en contact régulier avec la famille du côté de Ruth, et ils assistaient aux réunions de famille King chaque été. Notre mécène Jenny a contacté Fred sur Facebook, où elle a pu en apprendre un peu sur sa vie. C'est ici que Fred a révélé qu'un jour, il y a quelques années, alors qu'il était au travail, il a reçu un appel longue distance d'un homme plus âgé. L'homme a demandé à Fred comment il s'en sortait, s'il était heureux, et s'il avait mené une bonne vie. L'appel, a noté Fred, était bref mais agréable et poli. Il n'a pas obtenu le nom de l'appelant. Ce n'est qu'après, quand il a raccroché, qu'il s'est demandé si le vieil homme était George Phillips, qui aurait été dans la soixantaine à ce moment-là et qui résidait toujours à Los Angeles. Personne d'autre n'a jamais été inculpé dans l'affaire du meurtre de Ruth après l'acquittement de George. Son cas reste non résolu 70 ans plus tard. Et voilà les faits. Veuillez laisser un commentaire ci-dessous avec vos propres théories et spéculations. Et n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner pour soutenir la chaîne. Merci d'avoir regardé, restez vigilants, restez en sécurité et je vous verrai la prochaine fois.